Vous écoutez le second épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO. Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 5 novembre 2020 dédiée aux coulisses du photojournalisme avec le photographe Pascal Maître et le directeur des reportages et de la photographie pour le Figaro Magazine, Cyril Drouet, ainsi que les témoignages des photographes Véronique de Viguerie et Édouard Elias, ainsi que de Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image. Cet épisode vous a été présenté par Canon et les EOS R5 et R6, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. On est toujours autour de la table de ce podcast Faut pas pousser les ISO, dans notre émission spéciale sur le photojournalisme. Nous sommes avec Cyril Drouet et Pascal Maître. Alors il est temps maintenant d'attaquer le débat principal de cette émission et d'essayer de répondre à un certain nombre de questions. Informer, faire rêver, éveiller les consciences, quelle est la fonction des photojournalistes? Comment travaillent-ils avec les rédactions et quel est l'avenir de cette profession? Alors peut-être pour commencer, je vais poser une question à Pascal. Si tu devais expliquer à un enfant de 7 ans ce qu'est un photojournaliste, tu dirais quoi? Bien, c'est un journaliste qui utilise la photographie pour informer, tout aussi simplement. Il y a plusieurs types, non, de photojournalistes. Il n'y en a pas qu'un seul. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. Est-ce qu'on est photographe et journaliste en fait? C'est ça la question. Ok, ta question. Mais dans photojournaliste, il y a 2 mots. Il y a photo et journaliste. Et suivant les personnes, on peut être plus photographe que journaliste. Pour ma part, je me sens avant tout journaliste et photographe en deuxième position. Parce que j'informe, je raconte des histoires et je travaille pratiquement uniquement pour la presse. Donc mon moteur, c'est de raconter des histoires, d'informer. La photographie étant mon outil. D'accord. Et est-ce que finalement c'est le même métier, un photographe comme toi, qui part couvrir des conflits à l'autre bout de la planète, ou peut-être un photographe qui va couvrir du sport, ou un autre photographe qui va couvrir de l'actualité locale, ou même d'une certaine façon, j'ai envie de dire, Madame Michu qui est au bon endroit, au bon moment avec son smartphone, qui arrive à faire une image et à la faire diffuser dans la presse? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la photographie, on a un outil qui est l'appareil photo. C'est un peu comme en musique. Vous avez un instrument, vous pouvez jouer du jazz, du classique, dans la fanfare. Donc, c'est un outil. Et il y a différentes manières d'utiliser cet outil et pour différentes fonctions. Entre le photographe de sport, le photographe de news, pour moi, c'est à peu près la même histoire parce qu'on raconte des histoires. Moi, par exemple, je ne fais pas que des conflits. Je fais des conflits quand ils rentrent dans mon histoire, mais j'ai fait aussi un long travail sur les baobabs, un long travail aussi sur les papillons. Donc, ma démarche est toujours la même, c'est-à-dire je vais raconter une histoire et j'utilise l'appareil photo. Et pour moi, c'est quand même le même métier. On le fait différemment, mais ma démarche sera la même. Cyril, tu es d'accord avec tout ça? Moi, je suis d'accord avec tout ça. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, heu, le photojournaliste, comme l'a dit Pascal, c'est un photographe et aussi un journaliste. Il y a parfois des des gens qui s'improvisent photojournalistes, mais qui ne sont pas journalistes. Le photojournaliste aussi, c'est pas un amateur. Donc je parle par rapport à madame Michedu. La définition d'un amateur, c'est celui qui vit du produit de ses clichés. Madame Michedu, elle vit pas du produit de ses clichés, même si elle arrive à passer l'histoire. Après, elle a pas une construction dans l'image. Le photojournaliste, il essaie de construire, comme disait Pascal, on raconte une histoire. On peut raconter une histoire en une photo, on peut raconter une histoire en un feature de 30, 40 photos pour un grand reportage dans la presse magazine. Mais c'est vrai que le complément photographe et journaliste sont extrêmement importants. On ne peut pas partir sur un théâtre de conflit ou sur une région du monde si on n'a pas non plus les tenants et les aboutissants, si on ne s'est pas renseigné aussi sur la région dans laquelle on est, si on n'a pas de connaissances un peu géopolitiques, géostratégiques et de savoir où on met les pieds. C'est ça aussi le journalisme. C'est raconter le monde et le monde en mouvement, la société en mouvement pour la rendre accessible à des lecteurs, puisque la vocation, c'est l'imprimer.
Nous allons maintenant écouter un témoignage de Véronique de Vigory, grand reporter, qui travaille beaucoup avec la presse française et qui a effectué un reportage pendant la crise du Covid au printemps dernier à Mulhouse, en France. Mais quand la première vague du Covid est arrivée, je me suis dit que en tant que journaliste, il fallait que je couvre aussi ce qui était en train d'arriver à nos portes, quoi, puisque c'est notre travail. On a de la chance, on a une copine qui a une maison à la campagne, donc elles sont parties, mes filles sont parties avec leur père, et moi, je me suis mise en mode reportage comme je le fais en fait quand je suis à l'étranger. Et donc j'ai commencé par aller un peu à ce qui était l'épicentre de l'épidémie en France, et donc à Mulhouse, où j'ai couvert la mise en place de l'hôpital militaire pour soulager l'hôpital de Mulhouse qui était complètement saturé. Et puis je me suis assez vite rendu compte que, contrairement à l'étranger, en France, c'est très très compliqué de travailler, notamment avec les institutions. En fait, il y a vraiment en France, une espèce de méfiance vis-à-vis des médias qui est assez, en tout cas, pour moi, elle est assez dingue parce que je l'ai jamais ressentie ailleurs. On nous a mis des bâtons dans les roues dès qu'on m'a pu, en nous empêchant vraiment de travailler, quoi. Moi, je rentre là d'Azerbaïdjan, qui est donc une dictature où la presse n'est pas libre, mais c'est pratiquement kiff-kiff en fait. La France n'est plus du tout un pays de droit où on peut exercer notre métier de façon sereine et libre, hein. Et donc, j'ai essayé de trouver d'autres moyens de parler de l'épidémie. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec les entreprises funéraires, notamment de Mulhouse, qui, elles, nous ont ouvert grand leurs portes, les familles qui finalement avaient, même si c'était difficile, même si c'était douloureux, nous ont laissé en fait photographier leur douleur parce qu'elles avaient peut-être besoin aussi que, comme c'est vrai que les enterrements et tout ça, il y avait très peu de personnes qui pouvaient y aller, peut-être pour un devoir de mémoire ou pour qu'on se souvienne, mais aussi pour qu'on sache quoi, les conséquences de cette maladie en fait, que ça tuait, que c'était létal et qu'on pouvait en mourir et que c'était affreux quoi. Le témoignage de Véronique illustre le fait qu'un grand reporter n'est pas forcément amené à voyager en permanence, mais peut aussi travailler en France. Toi, Pascal, tu travailles énormément à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu travailles ? Alors, je travaille dans deux cas. Soit je travaille sur une commande d'un magazine qui m'appelle, qui me dit voilà, on aimerait faire tel reportage et on aimerait te le confier pour plusieurs raisons, si c'est l'Afrique ou des zones ou des thèmes que je connais bien. Ou alors j'ai des envies, mais des envies qui ne sont pas des envies gratuites. C'est-à-dire, je suis des zones, des sujets qui m'intéressent et tout doucement, je fais de la doc, je m'informe, j'ai les gens que je connais dans les pays, c'est-à-dire les fixeurs, des journalistes locaux, et tout doucement, je vois qu'une histoire arrive à maturité, que c'est le moment de le faire, et à ce moment-là, je fais une proposition. Ce que je veux dire, c'est que la partie du terrain, la partie où je vais shooter, est 50% seulement de mon histoire. C'est-à-dire avant, je vais savoir où je vais, pourquoi je vais la faire maintenant, et avoir les ressources sur place pour pouvoir faire cette histoire. Tu as prononcé le mot fixeur, tu peux nous expliquer ? Alors le fixeur, c'est un métier qui est arrivé, je pense, il y a surtout au moment de la première guerre du Golfe. Avant, il n'y avait pas de fixeur. Le fixeur, c'est un facilitateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va nous aider pour les autorisations, qui va nous aider dans la traduction, qui va nous aider pour l'accès. Parce que l'accès, c'est quand même la chose la plus importante pour un reportage. Il faut pouvoir accéder. Faire la photographie, c'est jamais compliqué. Donc, le fixeur va aider dans ce cas-là et il va aussi aider pour votre sécurité. C'est-à-dire, dans les endroits extrêmement dangereux, lui va connaître l'endroit, va avoir des relations, souvent de différents côtés,
Donc, si vous êtes à un moment donné arrêté ou dans une situation vraiment difficile, il pourra avoir les ressources pour pouvoir débloquer cette situation. Donc, aujourd'hui, dans les zones difficiles, sans fixeur, vous pouvez pas faire grand-chose. Et des bons fixeurs, c'est assez rare. Et qu'est-ce qui va faire que tu sais que tu tiens un bon sujet? Et qu'est-ce qu'un bon sujet? La question vaut aussi pour Cyril en tant qu'éditeur, évidemment. Bon, Pascal est un ami aussi. Donc Pascal, par exemple, on travaille beaucoup avec lui. Ce qui fait un bon sujet, c'est quand, le photographe et le journaliste parce que, je sais que nous, par exemple, au Figaro Magazine, on aime l'alliance des 2. C'est-à-dire que, le texte est important aussi et on essaie d'avoir des textes conséquents et la photographie est importante. Un bon sujet photo sans texte, ça ne m'intéresse pas et un bon texte sans bonne photo, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc le binôme est important sur le terrain pour nous. Après, qu'est-ce qui fait un bon sujet? C'est, quand à partir de l'idée de départ, on sait que quand les reporters reviennent, qu'on tient le sujet. Qu'on tient le sujet, nous, sur la longueur, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des 8, 9, 10 pages, pour pouvoir, raconter une histoire et qu'on a une bonne double d'ouverture, qui résume l'histoire. La double d'ouverture dans un magazine, c'est, la photo qui résume en gros le propos que l'on veut tenir sur la longueur et je dirais que prendre l'exemple de Pascal Metz, c'est partir en sécurité, puisqu'on sait que quand il part sur le terrain, comme il le disait, 50 du travail déjà avant, il est déjà préparé et que, on ramène l'histoire. Donc ramener une bonne histoire, c'est d'avoir, les images conséquentes. Et du coup, Cyril, je me permets de réagir. Donc, quand tu commandes un reportage, tu envoies sur le terrain et le photographe et un journaliste qui va s'occuper de raconter l'histoire avec un texte, ou c'est le photographe qui part avec son propre journaliste? Comment ça fonctionne les binômes, justement? Les binômes, c'est effectivement que c'est un photographe et un journaliste. Après, nous, on essaye d'envoyer des journalistes de la rédaction. On a la chance d'en avoir encore et d'avoir des grands reporters, mais c'est vrai que parfois des photographes partent avec des journalistes pigistes. Donc on n'est pas forcément avec des journalistes de la rédaction, mais après il arrive que des photographes nous proposent des histoires, qu'ils ont travaillé cette histoire avec, des journalistes avec lesquels ils travaillent et dans ce cas-là, on voit, si c'est faisable et on le fait. Après nous, quand on part en reportage, effectivement, on part en commande. J'appuie là-dessus parce que c'est important. Produire, c'est important. C'est de plus en plus difficile, mais ça on en reparlera peut-être après, pour la presse magazine. C'est de plus en plus difficile, mais quand on produit, on prend tout en charge. C'est-à-dire que, on paye les frais, on assure les photographes et les journalistes, on les assure. Je dis ça, c'est très important, surtout quand on va dans un théâtre d'opération. Il est arrivé à une certaine époque, il y a assez longtemps, moi je ne veux pas le pratiquer, je le refuse, que, il y avait des magazines qui donnaient une garantie, comme ça, à un photographe. On te donne, 1 000, 2 000, 3 000 €, tu pars et on va voir et le photographe n'était pas forcément, assuré et assurer quelqu'un, c'est important. C'est pas la peine d'aller très, très loin pour pouvoir, être assuré. J'ai eu la malheureuse et la douloureuse expérience, d'un photographe qui était parti faire un reportage de tourisme, en Normandie, il y a 4 ans et qui est tombé d'une falaise de 30 mètres. Il était assuré et on l'a pris en charge. Je dis ça parce que c'est important aussi dans le contexte actuel, surtout pour les photographes. Pascal, toi, tu souscris à ce qui est dit là. Tu as la chance aussi, des fois, de partir en commande pour le National Geo, parmi, je crois, les magazines pour lesquels tu travailles. Tu pars donc en sécurité, entre guillemets? Ah oui, moi, j'ai la chance de partir avec des magazines qui me donnent les moyens de travailler, que ce soit National Geographic, Figaro Magazine, Match ou Géo. On me donne les moyens de travailler. Et ça, c'est important, c'est un confort. Et moi, j'ai eu la chance que l'on m'ait fait confiance et donc j'ai pu travailler régulièrement avec les mêmes magazines et donc faire des gammes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes photographes, la plus grande difficulté, c'est qu'évidemment, il y a moins de production, moins de magazines qui produisent et moins de possibilités. Et il leur est plus difficile de pouvoir pratiquer, de pouvoir développer leur travail et de pouvoir acquérir
acquérir une expérience, parce que en photo, il y a quand même qu'en pratiquant que on peut développer son identité et son travail. Pascal, moi j'aimerais un peu qu'on revienne sur ce qu'est un bon sujet de reportage. J'ai deux, trois questions là-dessus. Déjà, la première, c'est est-ce qu'on peut tout montrer et est-ce qu'on peut tout raconter? Je pense que cette question s'adresse également à Cyril. Et ma deuxième question, c'est comment ça se passe pour la sélection des sujets, des histoires que vous allez raconter? Est-ce que c'est toi, Pascal, qui a un stock d'histoires que tu proposes, ou est-ce que c'est toi, Cyril, qui sait exactement ce dont tu aimerais traiter dans le magazine? Comment ça fonctionne, ce moment où on choisit qu'est-ce qu'on va raconter? Alors, ça fonctionne, pour moi, ça fonctionne des deux côtés, hein. C'est-à-dire, soit c'est moi qui le propose, soit le magazine me demande. Mais à ce moment-là, moi, une bonne histoire, c'est souvent une histoire, en général, qui n'a pas été faite. C'est une histoire que je peux réaliser, parce qu'une très bonne idée que je ne peux pas réaliser, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'on peut toujours vendre l'idée, mais ça, c'est très facile, mais il faut avoir les moyens de la réaliser. C'est-à-dire d'avoir les ressources sur place, d'avoir les contacts et de savoir comment la réaliser. Une bonne histoire, c'est quand même une histoire qui n'a pas été faite, mais qui aussi va s'inscrire dans à un temps donné, et qui va apporter quelque chose pour la compréhension qui peut être d'une région, qui peut être d'une problématique qui vient dans l'actualité et qui va pouvoir permettre d'éclairer sur cette problématique. Tu aurais un exemple à nous donner qui te vient en tête comme ça, peut-être récent ou qui t'a marqué? Je vais peut-être parler d'une histoire que je n'ai pas réussi à faire. C'est, je crois, la seule histoire que j'ai eu envie de faire, que je n'ai pas réussi à faire. C'était une histoire que j'avais proposée au National Geographic sur le charbon de bois en Somalie. Parce que je suis allé souvent en Somalie et à chaque fois, j'ai vu des colonnes de camions remplis de charbon de bois. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il reste encore des arbres dans ce pays en guerre et désertique? Donc, j'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu que c'était la principale ressource des chebabs islamistes pour financer leur guerre. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai fait une proposition. Et le National Geographic, il y a quand même souvent un petit problème, c'est quand le temps de la proposition et qu'elle soit acceptée, ça peut prendre 6 à 8 mois. Donc, au moment où j'ai fait la proposition, je crois le chiffre, c'est 500 millions de dollars par an que rapporte le charbon de bois au Chebab. Donc, c'est pas une petite histoire. Et ça devient géopolitiquement intéressant. Je vais être rapide. C'est que c'est vendu essentiellement au Qatar et dans les pays du Golfe. Donc voilà, donc j'ai préparé mon histoire, j'avais des contacts, des fixeurs. C'est une zone qui était contrôlée par les Nations Unies et où c'était l'armée kenyane qui contrôlait. Donc je ne pouvais pas y aller sans l'armée kenyane. Donc j'ai fait mes demandes, je me suis débrouillé et tout, et j'ai eu l'accord. Mais quand j'ai eu l'accord, est sorti un rapport des Nations Unies qui disait que les officiers kenyans avaient touché 50 millions de dollars des Chebabs pour laisser passer le trafic. Donc évidemment, on m'a fermé les portes, je n'ai pas pu aller. Donc, c'est une histoire qui était vraiment intéressante, puisqu'on peut imaginer peut-être que le Qatar, ce n'est pas de l'argent qu'il fournissait au Chebab en échange du charbon de bois, mais je n'ai pas pu la réaliser. C'était une bonne histoire, mais elle est devenue morte. Toi, Cyril, c'est certainement une histoire que tu aurais publiée dans le Figaro Magazine. Est-ce que, d'ailleurs, une longue tradition de reportage et de lien avec la photo, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui unit le Figaro Magazine et son rapport aux photographes? C'est une tradition. Moi, j'étais encore bien petit, mais le Figaro Magazine est né en 1978. C'était un magazine du week-end à l'origine. Mais à l'époque, la photographie était, on va dire, très florissante. Ça fonctionnait très bien. Les magazines, pour vous donner un ordre de grandeur, le Figaro Magazine tirait à peu près 1 million d'exemplaires, ce qui était gigantesque, hein. Ce qui était gigantesque aussi, c'était les autres magazines qui tiraient énormément. Donc, il fallait raconter des histoires. Donc, il y avait une tradition du reportage parce que déjà, il y avait très peu de télé.
Il y avait très peu, il n'y avait pas de réseaux sociaux, Dieu merci. Il n'y avait pas toute la révolution numérique. Donc, je crois que les lecteurs étaient friands aussi de découvrir ce qui se passait dans le monde, en dehors de nos frontières, et de pouvoir raconter justement l'histoire des hommes, des peuples, des sociétés, à travers le monde, et de raconter, comme le disait Pascal, de vraiment raconter des histoires. Et c'est cette tradition du reportage qui est heureusement restée chez nous pour l'instant. Et on a travaillé avec énormément de photographes à travers l'histoire de ce magazine. Après, il y a deux sortes d'histoires. Il y a l'histoire qui est en photojournalisme, qui est vraiment liée à l'actualité chaude. On le voit en ce moment, quand on a ces histoires de confinement, l'histoire du Covid, euh, l'islamisme, les attentats. Donc là, à nous de trouver aussi des angles pour raconter des histoires différentes de ce que l'on peut voir à la télévision ou de ce que l'on peut voir dans la presse quotidienne. Et puis, il y a aussi des histoires plus intemporelles, mais qui permettent de donner une meilleure compréhension du monde. Et là-dessus, effectivement, des photographes comme Pascal ou d'autres sont là justement pour pouvoir témoigner et raconter. Alors, quel est globalement le cahier des charges? Tu as parlé tout à l'heure de la place du texte, l'importance du texte. Quel est le cahier des charges pour un reportage photo dans le Figmag? Quelqu'un part comme ça, reportage, un reporter, un photographe. Est-ce que tu parles de vidéo? Est-ce que tu parles de réseaux sociaux dans ta commande? Comment ça se passe concrètement? Non, je ne parle pas de vidéo, je ne parle pas de réseaux sociaux. On en est sur de la presse écrite, imprimée, pour plaire au lecteur, pour faire découvrir au lecteur. La place des réseaux sociaux, non. Après, on a le Figaro.fr qui est un outil web, donc on peut mettre des diaporamas dessus. Mais objectivement, aujourd'hui, regarder sur un smartphone un diaporama d'un reportage photo, c'est pas la même chose que de le découvrir en double page et de tourner les pages d'un magazine. Toi, Pascal, quel est ton rapport aux outils numériques? On te voit quand même publier sur ton compte Instagram régulièrement? Bon, c'est pas ma génération. Moi, je suis quelqu'un du prime de l'imprimé. En plus, une image imprimée est une image physiquement qui va rester. Une image sur un smartphone ou sur l'ordinateur, elle s'en va. C'est-à-dire, elle va être balayée par la suivante. Elle va pas, entre guillemets, imprimer définitivement votre esprit. Un magazine, vous allez le regarder. Et c'est là où le rôle du directeur photo d'un magazine est très important, parce que les images qu'on doit imprimer doivent être des images exceptionnelles. Parce que là, comme on est envahi par des millions de photographies, maintenant c'est le langage universel, la photographie, on est tous dedans. Et donc l'image imprimée a sa place et elle doit être exceptionnelle, parce que c'est celle qui reste. Et donc moi je suis vraiment de la tradition du magazine papier. Évidemment, j'ai un compte Instagram, je suis un peu tenu d'en avoir un, j'ai un site, mais ça me tracasse pas beaucoup. Si je peux me permettre juste de rajouter une petite chose, juste un petit chiffre, effectivement, des millions de photos. Est-ce que vous savez combien de photos sont prises chaque année aujourd'hui dans le monde? 1200 milliards. 1200 milliards de photographies. Il y a 1500 selfies qui sont pris à chaque seconde. C'est de l'image fixe, mais c'est pas forcément de la photographie. Et c'est vrai que, voilà, ces 1200 milliards d'images, elles sont destinées à alimenter les Twitter, les Instagram, les Facebook. C'est de, on est dans une civilisation de l'image, on est dans une civilisation de l'image fixe. Après, qu'est-ce qui fait la bonne photo de la photo du tout venant? C'est quand on raconte effectivement une histoire, et pas quand on se met en scène. Parce que la photographie aujourd'hui, elle est plus présente pour se mettre en scène. Je vais juste dire quelque chose. C'est vrai que moi, je viens de l'imprimer. Surtout, je vais vous donner un exemple. Lorsque je travaillais au début au National Geographic, à chaque histoire que je faisais, je signais un contrat de 30-40 pages, dont une grande partie était sur la confidentialité. Je ne vais même pas dire presque à mes enfants où j'allais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du jour au lendemain, on nous a dit « Ah, mais il faut faire des photos sur le terrain, il faut les poster et tout ». Donc ce changement aussi brutal a été
très étrange, parce que d'un moment où on est passé d'une confidentialité exceptionnelle, et moi je suis resté un peu dans ce monde-là où je fais mes histoires et j'en parle peu. Et d'un seul coup, on nous dit, mais publiez tout ce que vous faites et tout. Et ça a été brutal, et je ne sais pas si c'est une très bonne chose. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais du coup, Pascal, Cyril, comment vous allez faire ou comment vous faites pour essayer d'intéresser les jeunes aux médias papier et au photojournalisme? Pour intéresser aux médias papier, c'est compliqué. Après, les générations se renouvellent. Donc, ceux qui étaient jeunes deviennent un peu plus vieux. Et peut-être que quand on devient un peu plus vieux, on s'intéresse aussi à prendre le temps. Le média du mobile, c'est un média où on passe très peu de temps. Les gens qui vont pour regarder les informations, ils restent en moyenne sur un article entre 10 et 25 secondes. C'est rien. Tourner les pages d'un magazine, c'est y rester quand même plusieurs minutes. Donc déjà, la différence de temps et la temporalité est vraiment importante. Après, comment les intéresser? Oui, on a quand même le Figaro.fr qui est un des premiers médias d'information sur le net. Donc, on s'y intéresse, mais pour donner de l'information. Après, la photographie, on arrive à la faire fonctionner, mais c'est beaucoup plus difficile. Les gens, le rapport du lecteur, quel qu'il soit, à l'image sur un mobile est totalement différente. On a parlé de plusieurs facettes du métier, on a parlé des difficultés, notamment sur le terrain. Pascal, tu as expliqué à quel point ça pouvait être dangereux. On a parlé des assurances, des magazines. Est-ce que c'est vraiment raisonnable encore aujourd'hui de se lancer dans ce métier quand on est un jeune? Ah, j'espère, oui. Moi, j'ai eu envie de le faire. On a eu envie de le faire. Ça reste un métier extraordinaire. La difficulté, je pense, c'est qu'il y a peut-être trop de photojournalistes, mais je peux pas jeter la pierre. Je comprends l'engouement. Après, ce qui a tout changé, c'est l'arrivée du numérique, pour une raison dont on parle assez peu, c'est qu'avant, lorsqu'on travaillait en film, nous, on travaillait essentiellement en diapositive, et donc le process était long d'apprendre la technique, et donc il y avait une sélection qui se faisait tout doucement. Aujourd'hui, les appareils photo facilitent énormément cette partie technique. On ne peut pas rater techniquement des photos. Donc, on peut très vite devenir photographe. Ça ne veut pas dire qu'on saura raconter une histoire et ainsi de suite, mais d'un seul coup, beaucoup de gens peuvent avoir accès à cette technique et il n'y a plus l'écrémage, la formation qui permettait de sortir peu de photojournalistes. Aujourd'hui, énormément de photojournalistes arrivent sur le marché, en partie rapidement grâce à la facilité technique. On va appeler pour ça Jean-François Leroy, directeur du festival et fondateur du festival Visa pour l'image, pour avoir un petit peu son point de vue. Allô, oui. Bonjour Jean-François, Benjamin de Faut pas pousser les ISO. On est ici avec Pascal Maître et Cyril Drouet. Bonjour à tous les trois. Donc on discute depuis tout à l'heure sur la situation des photojournalistes à l'heure actuelle, les conditions de travail. Et on parlait de transmission, on parlait de la nouvelle génération, des jeunes. Et on pensait à vous naturellement et à la semaine scolaire que vous mettez en place depuis longtemps à Visa pour l'image. Parlez-nous un petit peu de ce temps fort du festival et pourquoi cela vous tient tant à cœur. Écoutez, je pense que la transmission, d'abord, c'est rendre ce qu'on nous a donné quand nous, on était jeunes. Je pense que Pascal et Cyril sont comme moi. Ils ont eu la chance de rencontrer des grands professionnels qui leur ont transmis beaucoup de choses. Donc maintenant, à nos âges, c'est à notre tour de rendre ce qu'on nous a appris. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense qu'à une époque où les mômes sont débordés, écrasés par un flot d'images incessant, souvent sans source, c'est important de leur montrer l'importance d'une légende, l'importance d'un... Voilà, moi, je dis toujours que si en une semaine, on change l'esprit d'un ou deux mômes, on a gagné. C'est ce qui s'est passé cette année. Vous avez pu quand même maintenir la semaine scolaire. Comment ça se passe concrètement d'ailleurs? Vous amenez des photographes avec vous, vous leur faites montrer leurs images, parler de leurs images?
Alors, la semaine scolaire, oui, j'invite des photographes. Pascal Med, d'ailleurs, a été très gentiment l'un d'eux il y a quelques années. Et ils montrent leurs expos, ils expliquent l'histoire, ils recontextualisent la, la situation, comment ils ont fait cette histoire, pourquoi ils ont fait cette histoire. Et je dois dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'intérêt de tous les âges euh, dans ces rencontres. Toi, Pascal, tu as des souvenirs comme ça de transmission. Quel est ton rapport d'ailleurs à la transmission aux plus jeunes? J'ai fait quelques workshops, mais très peu dans ma vie. J'en ai fait un en, je sais plus, 98 à Arles, et j'ai eu comme jeune stagiaire, et qui était à l'époque historien, Philippe Guilloni. Et je pense que peut-être ça, la transmission l'a convaincu ou aidé à devenir photographe. Mais je fais assez peu, parce que comment dire, il me reste encore quelques années où j'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance, et je concentre surtout mon temps dans la production. Alors, ma dernière question vaudra pour tous les trois. On a entendu tout à l'heure Édouard Elias, qui fait partie, qui incarne un petit peu une jeune génération de reporters, qui a notamment été lancée aussi grâce à Visa. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes reporters qui veulent se lancer? Quel conseil concret de se lancer, oui, mais comment et avec quelles armes, entre guillemets? Pour moi, l'arme principale, c'est la curiosité. La curiosité, l'envie de témoigner, l'envie de raconter des histoires, l'envie de nous faire découvrir le monde. Mais c'est difficile, faut être honnête, c'est un métier qui est très difficile et qui demande beaucoup d'abnégation. Non, je voulais dire, bon, un jeune reporter, eh bien, trouve une bonne idée, une idée qui te concerne, qui te motive, et l'énergie, n'abandonne jamais, commence, fais des photos, montre-les, et construis une histoire. Et voilà, les choses se mettront en route, mais il faut pas se décourager. Et Cyril, en tant qu'éditeur? Eh ben, en tant qu'éditeur, là, je vais reprendre, mais Pascal connaît cette histoire. Transmettre à, transmettre à des jeunes générations, c'est effectivement faire comprendre ce métier et comment on raconte une histoire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a montré comment on racontait une histoire et comment on faisait un editing, parce que là, je vois beaucoup de photographes aujourd'hui qui ne savent plus éditer et qui ne savent plus raconter des histoires en images. Celui qui m'a appris à faire un editing, justement, on a ce micro, c'est Pascal Maître. Et c'était en 1992. Moi, je commençais à peine ce métier dans le journalisme. Et Pascal revenait, je me souviens, d'un grand sujet en Amérique du Sud, et il avait étalé ses Kodachromes sur une table lumineuse. Il y avait plus de 350 photos totalement différentes, et il fallait qu'il fasse 3 planches, c'est-à-dire 60 photos. Quand on avait des planches à l'époque de Kodachrome ou de diapositives, on faisait 3 planches. Donc on faisait 60 images et on racontait une histoire. Raconter une histoire, c'est de prendre le lecteur par la main. A priori, il faudrait juste lui expliquer. Il faut que le photographe, quand il va présenter ses images, il a juste en, en 3 mots, 4, 5 mots, à raconter où il a été et ce qu'il a fait. Et après, nous, éditeurs photo, si on arrive à lire l'histoire en images du début à la fin, en comprenant ce qui se passe, c'est du gagné. Et je le dis parce que je vois aujourd'hui des photographes qui vont vous amener, même pour une petite histoire, parfois 250 photos, et qui vont commenter chaque image, chaque photo. Ça va durer une plombe, mais quand on a trop le besoin de raconter ce qu'on a photographié, c'est qu'en fait, on a perdu le fil. Donc, moins on peut raconter et plus on peut faire discerner, et plus c'est gagné. Donc, éditer. Et ça, c'est un conseil que je donne à des jeunes photographes, c'est apprenez à construire une image, apprenez à construire une histoire. Bah, les propos sont clairs. Merci beaucoup, Cyril. On va remercier Jean-François. Ben, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et on vous dit à très bientôt à Visa, on espère, hein, l'année prochaine. Cette année, le festival a eu lieu, mais dans des conditions particulières. Et l'année prochaine, on espère qu'on retrouvera un événement en présentiel, normal. On espère tous. Merci Jean-François. Merci à vous.
Tout ça est très intéressant. Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, approfondir chaque étape de ce processus qui est complexe, mais qui a pour but quand même de partager de l'information, comme je disais, d'informer, d'éveiller les consciences et aussi de faire rêver. J'ai une question encore à vous poser, à toi Pascal et à toi Cyril. Alors je vais commencer par Cyril. Quel est le reportage photo dont tu es le plus fier que tu as publié? Et est-ce qu'il y a un reportage qui te fait rêver de faire, que tu n'as encore jamais pu faire? Non, c'est très difficile parce est-ce qu'il y a un reportage dont je suis le plus fier, que j'ai publié? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Donc sincèrement, c'est pas pour botter en touche, mais il y a des reportages effectivement où j'ai fait waouh! Parce que c'est incroyable, parce que, les images sont incroyables, parce que c'est des histoires qu'on n'a jamais vues. Donc il y en a eu plusieurs. Donc je vais pas citer des noms parce que mais par contre, ce sont souvent les mêmes noms. Je dirais que c'est, assez étonnant, mais on est aujourd'hui dans le culte du jeunisme, mais je dirais que les photographes d'expérience, aujourd'hui, continuent de ramener des histoires fortes et ça ne m'étonne pas quand on a, quand on a une grande expérience de la photographie, une grande expérience technique derrière et qu'on sait véritablement raconter des histoires, on est rarement déçu. Je le dis sans flagonnerie par rapport à Pascal, mais Pascal, quand il ramène à chaque fois un sujet, à chaque fois, moi, j'ai des waouh sur des photos. Je sais qu'il y a, dans chacun de ces reportages, 3, 4 ou 5 photos qui pourraient faire une double d'ouverture. Mais quand on a des photographes comme Brent Stearton aujourd'hui aussi, qui est un photographe absolument remarquable, qui a eu quand même, il en est à plus de 14 World Press, mais pour raconter la vie sauvage, la vie animale, Brent, il vous ramène des images absolument incroyables. Alors, je ne l'ai pas publié, mais j'ai vu ces dernières images, je parle d'un Salgado, là on est quand même dans un très, très grand aussi du photojournalisme, mais j'ai eu la chance d'aller à son studio il y a quelques mois et il me montrait les dernières images de son dernier opus où il a fait 32 voyages sur, les Indiens d'Amérique, les Indiens d'Amazonie dans leur jardin d'Éden. C'est un opus qui va sortir en avril, avec une grande expo. Chaque photo est totalement exceptionnelle et c'est vrai que quand il vous montre des tirages de ces images-là, là, on a affaire à un génie de la lumière, à une créativité incroyable et il montre moi ce qui je fais un waouh quand je vois des photos que je sais signer. C'est-à-dire que cette image-là, on devine qui l'a fait et on l'a jamais vue ailleurs et ça, c'est très fort parce qu'à côté de ça, moi, tous les jours, je reçois des photos, hein, sur le FTP, hein. On reçoit à peu près, 5 à 6 000 photos par jour. Heu, les pépites, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, ce sont des images qui se ressemblent et moi je fais waouh quand je vois des images que j'ai jamais vues et qui sont iconiques et ça, c'est fort et on continue à faire aujourd'hui des images iconiques. Les photographes, même sur tous les sujets qui ont été réalisés, on continue à faire des images iconiques et là, je dis: «C'est formidable» parce que ça enrichit l'histoire de la photographie. Et toi, Pascal, est-ce qu'il y a un reportage que tu rêverais de faire? Oh, il y en a sans doute, hein, mais j'ai pas en tête là. J'ai des choses que j'ai envie de faire, mais je vais les faire. Alors juste une question rapide, Pascal, pour toi. On parlait de la belle image, on parlait de Salgado, on parlait de tout ça. Une question qu'on n'a pas posée aussi par rapport à la dimension esthétique. Quelle peut être la part de mise en scène dans une image? Parce qu'il y a l'image qui fait un bon sujet, mais il y a la belle image aussi. C'est un peu ta signature avec une belle lumière. Quelle peut être la part de mise en scène dans le fait de montrer une réalité? Alors, je vais être très simple. Moi, je monte absolument rien. Alors, tous les gens, les journalistes qui ont voyagé avec moi le verront. Quelquefois, lorsqu'il y a une zone qui m'intéresse, qui peut m'intéresser graphiquement ou sur la couleur, je vais travailler dans cette zone, mais je vais pas mettre en scène du tout. De toute façon, la réalité est beaucoup plus forte que le reste, et si je voulais mettre en scène, je crois que je serais assez gauche. Je préfère une réalité pure. Juste pour ajouter, on peut parfois attendre l'instant décisif comme le faisait Cartier-Bresson. C'est-à-dire que, heu, j'ai cette image, je sais plus où elle a été, je crois qu'elle a été faite au Portugal ou au Maroc, je suis pas sûr, où on voyait, cette, scène de rue
et cette jeune fille qui monte les escaliers, comme ça. Cartier-Bresson, pour faire cette photo, il avait vu un cadre et il a attendu. Il a attendu qu'il se passe quelque chose. Et il y a cette jeune fille qui a monté les escaliers. C'est effectivement l'instant décisif, mais il a su attendre le bon moment. Il n'a pas mis en scène, mais il a attendu le bon moment. Et ça peut révéler aussi des images exceptionnelles. Après, les gens peuvent mettre en scène. Moi, ça me dérange pas. Chacun travaille comme il le veut. Ça, c'est pas. Mais bon, moi, je le fais pas. C'est tout. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO.